Nous accueillons donc Virginie Ferreira, cofondatrice et CEO de l'imprimerie Hôtel, Maëlle Belta, cofondatrice de Reform, et je vous demande donc également d'accueillir Amélie Deloche, en distanciel et consultante en influence éthique, écologique et responsable, et qui va être avec nous en distanciel aujourd'hui. On peut les applaudir. Bonjour à vous trois, et encore merci du coup d'être avec nous aujourd'hui. Virginie, je vous laisse la parole pour vous présenter. Avec plaisir. Je prends le micro. Bonjour à toutes et à tous. On démarre toutes, vous êtes nombreuses, mesdames. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai accepté l'invitation après un échange déjà avec Antonella. Donc, merci Antonella de me donner la parole aujourd'hui. Je ne suis pas experte en marketing d'influence, ni en marketing d'influence responsable, mais par contre, je vais vous raconter ce que je fais. Je suis slasheuse parce que j'ai plusieurs métiers. Et surtout, j'étais moi aussi dans des études marketing il y a plus de 20 ans maintenant. Donc je prends la parole de la doyenne qui a plus de 40 ans et qui a démarré le marketing dans un univers dans lequel il n'y avait pas de marketing d'influence et on ne parlait pas de RSE. Donc je pense que c'est intéressant aussi que je tienne ce discours auprès de vous aujourd'hui sur la manière dont moi j'ai démarré le marketing. Aujourd'hui, concrètement, ce que je fais, je suis propriétaire d'un hôtel à Clichy, donc à côté de Paris, que j'ai construit, dont je suis actionnaire, et je vous dirai si le marketing d'influence responsable fait partie des choses que l'on emploie à l'hôtel. Parallèlement à ça, je suis ambassadrice d'un film qui s'appelle Woman, qui est un film de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova. Ambassadrice, ça veut dire que je fais en sorte que ce film soit vu. Et donc là, effectivement, le marketing d'influence responsable a toute sa place. Et j'œuvre sur beaucoup de sujets d'égalité hommes-femmes, dont un forum qui va avoir lieu dans pas très longtemps, qui s'appelle Systémique, et qui promeut la place des sciences, enfin des femmes dans les sciences, dans les métiers des STEM. Donc je pourrais aussi vous en parler. Maëlle, c'est à votre tour. Merci beaucoup et ravie d'être là pour échanger sur ce sujet qui est passionnant. Alors, je ne suis pas experte de l'influence non plus. En revanche, ce que je peux vous dire, moi, sur mon parcours, et qui va vous aider à comprendre un peu le lien qu'il peut y avoir avec ce que je fais et le sujet d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis à la base spécialiste en management de l'innovation. Le management de l'innovation, c'est comment on fait pour commercialiser un produit ou un service innovant. Et assez rapidement, à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler à The Camp. Je ne sais pas s'il y en a certains qui les connaissent. The Camp, c'est un campus d'innovation qui est basé à Aix-en-Provence. Et moi, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là en 2015, à l'époque où on lançait le campus avec le fondateur. Et ce qu'on en a fait, c'est un lieu pour recevoir des entreprises, pour travailler sur les sujets de demain. Les sujets de demain, donc très liés à l'innovation, aux nouvelles technologies, mais aussi à toute la partie plus positive en matière environnementale et sociétale. Donc j'ai accompagné beaucoup d'entreprises dans leur réflexion sur comment on fait la transition entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain pour essayer d'avoir un impact un peu plus positif sur le monde. Et j'ai été assez frustrée parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des stratégies, mais il manque un nombre plus important d'entreprises qui passent à l'action. Et donc j'ai monté en 2020 ma société qui s'appelle Reform, qui est spécialisée dans la mise en œuvre des démarches RSE. Donc nous aujourd'hui on conseille des entreprises à mettre en œuvre au quotidien, sur le terrain, des actions RSE et à faire en sorte que ce soit pas juste une stratégie ou juste de la communication. Et dans cet univers-là, moi j'ai décidé de me spécialiser sur les sujets diversité et inclusion. Donc aujourd'hui, je suis la première et la seule certifiée ISO 30415, ça fait très sérieux quand je le dis. C'est une norme internationale en matière de diversité et inclusion qui s'intéresse à plein de choses, je vous en parlerai un peu plus. Et l'idée, moi, enfin là où vraiment je vois qu'il y a un vrai potentiel, c'est sur le volet produit-service et tout ce qui va être lié au marketing et à la communication un peu plus inclusive. Voilà, donc je vous en dirai un peu plus au cours de la discussion. Merci Maëlle. Amélie, malgré la distance, c'est à vous.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Ok, très bien. Moi, je suis Amélie Deloge. En ce moment, je suis consultante en influence éthique, écologique et responsable. Si je reviens un peu sur mon parcours, ça fait maintenant 5 ans que je suis engagée sur des questions de transition écologique. J'ai notamment commencé mon engagement au sein d'un collectif de jeunes diplômés et d'étudiants parisiens qui s'appelle Pour un réveil écologique, où j'ai commencé justement à travailler sur l'intégration de la transition écologique dans la société, notamment dans les entreprises. J'ai ensuite décidé d'orienter ma vie professionnelle sur les questions de transition et j'ai notamment rejoint une institution publique qui s'appelle l'Agence française du développement, l'AFD, où je faisais de la sensibilisation aux enjeux de développement durable. Et c'est à ce compte que j'ai commencé à travailler avec des créateurs de contenu justement pour porter des sujets de sensibilisation en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte du pouvoir de l'influence sur les imaginaires, sur les normes sociales, et notamment sur les comportements de consommation, et surtout aussi à quel point l'influence et les influenceurs pouvaient être des vecteurs extrêmement efficaces de sensibilisation sur des questions socio-écologiques. Et je me suis fait aussi le constat inverse qui était que concrètement aujourd'hui les créateurs de contenu, notamment les plus visibilisés, ceux ayant les plus grosses communautés, concrètement n'intégraient pas ces enjeux éthiques et écologiques au sein de leur pratique et au sein des imaginaires qu'ils pouvaient passer à travers leur influence. Et puis il y avait une nécessité justement d'aller un peu réveiller le secteur de l'influence sur ces questions notamment écologiques. Et donc j'ai créé un collectif qui s'appelle Paye ton influence en décembre 2021, qui avait justement pour objectif d'aller secouer les créateurs de contenu sur les questions écologiques pour faire en sorte qu'ils intègrent ces questions-là dans leur pratique et dans les imaginaires portés. Et donc Paye ton influence, c'est pas mal développé en 2 ans et demi quasiment. On a eu l'occasion justement justement de se faire pas mal connaître du secteur de l'influence, que ce soit des créateurs de contenu, des agences d'influenceurs, des marques, etc. On a aussi été intégré dans la création de la proposition de loi sur le secteur de l'influence marketing qui a été votée en juin dernier. Et donc, moi, suite à cet engagement bénévole au sein de Paye ton influence, j'ai voulu aller un peu plus loin et aller concrètement accompagner les acteurs de l'influence marketing sur les questions justement écologiques et sociales et comment ils pouvaient justement intégrer ça dans les campagnes d'influence ou dans leurs pratiques au quotidien. Et donc à travers une agence qui s'appelle Post Influence. Merci beaucoup, on a hâte d'en savoir plus. Nous allons rester du coup sur la même lancée. Amélie, pouvez-vous définir ce que représente pour vous le concept d'influence responsable dans le contexte du marketing moderne et nous dire comment vous le mettez en place surtout? Alors, pour moi, l'influence responsable, déjà, c'est pas une influence qui se contente, entre guillemets, de respecter la loi. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit beaucoup dans les discussions au sein des acteurs. L'influence responsable, pour beaucoup, est encore vue comme une influence qui va potentiellement ne pas faire d'arnaque ou bien mettre en avant, par exemple, la collaboration commerciale des influenceurs. Pour moi, ça va plus loin. L'influence responsable, c'est bien sûr respecter la législation, mais c'est aussi finalement respecter le contrat de confiance qui allie l'influenceur et ses abonnés, notamment en se renseignant d'autant plus sur, par exemple, les entreprises qui contactent les influenceurs pour faire des collaborations commerciales, l'impact de celles-ci, l'impact des produits qui sont mis en avant, etc. Et ça, c'est quelque chose concrètement qui n'est aujourd'hui pas assez fait dans le secteur de l'influence marketing, alors que concrètement, la première chose qu'on va demander à un créateur aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir de quoi il parle, notamment quand il fait une collaboration commerciale. Ces enjeux de transparence, ils viennent aussi sur concrètement aller d'autant plus donner des informations fiables et concrètes à son audience sur justement les collaborations commerciales qui sont mises en avant. Et ensuite, bien sûr, la question des messages et des imaginaires passés par les créateurs de contenu. Pour moi, l'influence responsable, ça intègre aussi une réflexion sur l'impact de ce que peuvent dire les influenceurs
sur leur audience, l'impact et notamment l'impact écologique et social que ces influenceurs-là peuvent avoir sur leur audience, notamment en termes d'imaginaire de consommation qui vont être prônés, en termes de normes sociales qui vont être prônées par les créateurs de contenu, et donc avoir une réflexion globale sur concrètement quel est l'impact de mon activité d'influenceur, quels sont les messages principaux que je valorise auprès de mon audience, est-ce que ces messages ont un impact éthique, écologique ou social sur la société, et donc avoir cette réflexion-là. Donc si je peux résumer, la première chose, le premier pied de l'influence responsable, pour moi, ce serait le respect du cadre légal. Le deuxième, ce serait la transparence et l'humilité auprès de son audience. Et la troisième, ce serait la réflexion éthique et écologique sur ces pratiques. Merci Amélie. Virginie, j'ai vu que vous étiez d'accord avec ce qu'Amélie disait. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à sa réponse ? Oui, alors effectivement, je suis complètement alignée. Je pense qu'aujourd'hui, le marketing doit évoluer dans ce sens-là, en tout cas en termes d'influence. Pour moi, alors j'aimerais bien revenir en arrière, c'est ce que je vous ai promis au début, et de vous dire comment était le marketing il y a 20 ans. Les 4P, moi j'ai évolué avec ça. J'ai été consultante dans un grand groupe qui s'appelle Nielsen et qui faisait des études de marché. Donc mes clients à moi c'était Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble, et j'ai fait ça pendant 10 ans. On n'avait pas d'influence, on parlait pas RSE, on parlait, mais par contre j'avais 20 000 panélistes qui chaque jour scannaient tout ce qu'ils achetaient, et mon travail à moi c'était d'aller décoder qu'est-ce qu'ils faisaient passer à l'achat. Et effectivement, on parlait prix, on parlait promo, on parlait communication, on parlait élasticité prix. Est-ce que si je bouge mon prix d'un petit peu, ça fait bouger, etc. Aujourd'hui, ce monde-là du marketing a évolué. Pour moi, ce qui est important de vous dire aujourd'hui, c'est déjà que le marketing d'influence responsable, c'est l'une des composantes du marketing. C'est pas l'intégralité du marketing. Je pense que vous êtes dans un univers où vous évoluez à travers les réseaux sociaux, il se passe plein de choses, mais ça reste une des composantes. Le prix, on en parle beaucoup. C'est aussi un message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Pour moi, être responsable de manière générale dans son mix produit, dans son mix de communication et dans son mix marketing, ça passe par plein de composantes, et le marketing d'influence en est un. Ensuite, ce que tu dis, effectivement, Amélie, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ce sont les premières étapes par lesquelles il fallait passer. La législation est en train d'évoluer sur ce sujet. Et c'est le sens de l'histoire, et c'est très bien. Voilà, donc après, en termes d'expertise, c'est pas mon domaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans ce qu'on est en train de faire et dans moi, les différents secteurs dans lesquels j'évolue, le marketing d'influence n'a pas forcément le même pouvoir d'attraction. Je vais juste vous livrer un point. Est-ce que vous pensez que l'hôtellerie est soumise au marketing d'influence ? Eh bien non. En tout cas, moi, mon hôtel, non. Donc ça, c'est important de vous le dire aussi. On a réfléchi à quel pouvait être l'impact que pouvaient avoir les influenceurs pour l'hôtel que j'ai aujourd'hui. Moi, mon hôtel, il est rempli à 98% tous les jours. Donc toute l'année, il est rempli avec des bons taux de remplissage, des bons niveaux de prix. Donc on n'a pas ce sujet-là. On a fait venir des influenceurs pour l'ouverture. On se rend compte que l'impact réel derrière, il est faible. Donc là, même en allant plus loin et en se disant on fait les choses avec une casquette RSE et on fait quelque chose pour faire avancer le sujet aussi en matière d'hôtellerie, parce que Dieu sait qu'il y a à faire en matière d'hôtellerie en RSE. Et donc les discussions que l'on a, nous, en termes de stratégie, c'est de se dire que l'influence et ce qui se passe sur les réseaux, pour moi, n'a pas d'impact sur mes ventes et sur la capacité à faire venir du public au sein de mon hôtel. Alors bien sûr, ça joue quand même, mais c'est à la marge. Donc voilà, donc je fais un pas de côté par rapport à ce qui vient d'être dit, mais je pense que c'est aussi ce que je suis venue vous apporter aujourd'hui. C'est une vision un peu complémentaire du sujet qui est porté aujourd'hui. Merci beaucoup. Maëlle, qu'en pensez-vous ? Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit des deux côtés. Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'on parle beaucoup de la notion d'influenceur, et en tête, on a l'image de l'influenceur des réseaux sociaux. Mais moi, dans mon domaine, et d'ailleurs dans ma vie de tous les jours, ce que je vois, c'est qu'on est tous aussi un peu des influenceurs d'une certaine manière, un peu undercover. On va forcément influencer des personnes qui sont dans notre cercle,
Alors ça peut être notre cercle d'amis pour des produits du quotidien, mais ça peut aussi être recommander une entreprise avec laquelle on a travaillé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que finalement, et c'est là où la notion de responsabilité et d'engagement elle est intéressante, c'est que si on est tous convaincus, si on a tous envie de contribuer d'une manière positive à la création d'un monde un peu plus responsable, un peu plus durable, bah, si on est tous convaincus, finalement, on devient tous des influenceurs un peu plus engagés. Et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les choses. Et je suis curieuse d'en savoir plus sur le parcours d'Amélie, parce que tout ce qu'elle raconte, bon, Virginie aussi, hein, mais j'en connais un peu plus. Tout ce qu'elle raconte, c'est passionnant. Mais moi, ce qui m'interpelle chez les influenceurs, c'est la notion d'authenticité. Je pense que vous le voyez tous dans votre quotidien. Moi, personnellement, alors j'ai le côté chef d'entreprise, mais j'ai aussi le côté consommatrice de contenu. Et moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est quand je regarde une vidéo de quelqu'un qui me parle d'une crème pour la peau qui est trop géniale, bah, je me dis, mais est-ce qu'elle me dit vraiment la vérité, cette personne? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que vraiment je vais retrouver cette expérience? Est-ce qu'on va vivre la même chose? Et je pense que non, parce qu'on est tous différents. Et c'est là où, moi, la notion de diversité m'intéresse. Très bien, merci Maëlle. Mais comment intégrez-vous les valeurs de responsabilité et d'éthique dans vos activités quotidiennes? Et quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans cette démarche? Je commence, ouais. Oui. Alors moi, comment je m'intègre de plein de manières différentes. Je pense que pour réussir à délivrer un message positif auprès d'un groupe de personnes, que ce soit des clients ou pas, déjà il faut être convaincu de ce qu'on raconte. Il faut avoir un minimum de connaissances sur les sujets notamment de responsabilité, donc de tout ce qui va être lié à la transition écologique, à l'impact positif sur la société. Et il faut aussi incarner ce qu'on raconte. Donc moi, j'essaye déjà tous les jours me former sur plein de sujets, m'ouvrir à plein de choses dans ce monde-là. Et après, j'essaye aussi d'appliquer des choses concrètement. Donc ça passe par quand on crée un produit, quand on crée un service, s'assurer que il peut être accessible au plus grand nombre, s'assurer que par l'utilisation de ce produit ou de ce service, on fait évoluer la société d'une façon positive. Ça passe aussi par rendre ce qu'on propose accessible. Donc moi, dans mon cas, on a créé par exemple une grille tarifaire inclusive. Donc je suis sur un métier dans le conseil, donc c'est un peu plus peut-être abstrait par rapport à des choses qu'on va consommer au quotidien. Mais voilà, j'essaye de l'appliquer dans tout ce que je fais. Et la deuxième partie de la question, c'était pardon. Eh bien oui, c'était quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans cette démarche? Alors moi, dans mon cas, les principaux défis, ça va être de convaincre. Ça va être de convaincre, d'engager tous mes clients dans ce combat-là de transition, qui n'est pas naturel pour tout le monde. Je pense que dans cette salle, il n'y a pas tout le monde qui est passionné par la transition écologique. Il n'y a pas tout le monde qui est convaincu que tous les jours, il faut essayer de changer notre façon de consommer. Et pourtant, c'est le cas. Donc, il faut le faire à son niveau. On ne peut pas devenir tous militants, mais il faut essayer de le faire à son niveau. Et moi, mon job, c'est ça. C'est d'essayer de sensibiliser au maximum et de faire en sorte que les personnes que je sensibilise deviennent elles-mêmes, du coup, des influenceurs de ces transitions-là. Voilà. Alors, on espère que vous allez les sensibiliser. Amélie, qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un enjeu en fait qui est absolument crucial. Et bon, après, c'est le sujet que je porte d'autant plus au sein du secteur de l'influence, c'est la question de la transition écologique notamment. Et je pense que c'est absolument indispensable aujourd'hui qu'on puisse intégrer cette donnée-là, qui est quand même, on fait face au plus grand défi de l'humanité, qui va toucher 100% des humains sur Terre et qui justement aujourd'hui s'accélère beaucoup plus. De manière beaucoup plus rapide qu'on ne pouvait le penser, donc, notamment le réchauffement climatique.
De manière générale, moi, c'est le cœur de mon travail, ces questions d'écologie. C'est le cœur de mon travail, c'est le cœur de mes engagements en dehors du secteur de l'influence. Et donc, forcément, c'est ma ligne directrice dans justement la dynamique de transition que je veux intégrer au sein du secteur de l'influence sur ces questions éthiques et écologiques. Mais ce qui est extrêmement complexe. Ce qui est extrêmement complexe, pourquoi ? Parce que concrètement, on pose beaucoup la question, notamment dans le cadre de mon travail avec Pétion Influence, la question qui est, en fait, concrètement, est-ce que c'est possible d'avoir des influenceurs qui sont compatibles avec l'écologie ? Parce que la base de leur métier, c'est d'inciter à la consommation, concrètement. Et ce qui est vrai. Aujourd'hui, le métier d'influenceur, le métier de créateur de contenu, il est associé au fait d'appeler à une certaine forme de consommation, même si c'est une consommation d'air qui va être, entre guillemets, plus responsable. C'est l'appel à la consommation, alors qu'aujourd'hui, il faudrait concrètement qu'on puisse dire aux gens ne consommez que si vous avez besoin, ou alors arrêtez de consommer notamment certains produits. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de se dire comment concrètement un secteur qui est intrinsèquement lié à la publicité, intrinsèquement lié à l'appel à la consommation et à justement notamment des modes de consommation aujourd'hui qui sont particulièrement délétères pour la plupart des influenceurs, en tout cas pour les influenceurs qui sont qui ont le plus de visibilité, c'est des appels à la consommation de produits ou de marques qui sont aujourd'hui très très impactantes. Mais c'est comment on fait pour concrètement combiner un métier qui est basé sur justement les partenariats en collaboration avec des marques avec ces enjeux de transition écologique et ces enjeux d'accompagner justement les consommateurs à une certaine forme de sobriété. C'est extrêmement complexe, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de manières de le faire. Notamment, il y a énormément de nouvelles entités qui intègrent le secteur de l'influence marketing, qui ont la capacité justement d'être des alternatives plus responsables. On a des plateformes comme Vinted, par exemple. Alors bien sûr, il y a aussi des choses à redire sur Vinted et la surconsommation, etc. Mais en tout cas, on a des plateformes comme Vinted, par exemple, qui ont la capacité aujourd'hui à promouvoir à travers des très gros influenceurs comme Squeezie ou même Lena Situation, voilà, une nouvelle forme de consommation. On a aussi des marques, des entreprises comme la SNCF qui se mettent de plus en plus sur l'influence pour promouvoir le train, par exemple. On a des marques qui vont représenter de manière générale des alternatives plus responsables qui ont des moyens, des ONG aussi, des associations qui ont de plus en plus la capacité à faire du marketing d'influence et qui représentent des opportunités pour les créateurs justement d'intégrer dans leur catalogue de collaboration des enjeux d'autant plus éthiques et une forme de sensibilisation. La problématique quand même aujourd'hui, si je retourne justement sur ces freins, c'est qu'il y a un enjeu de business model. Concrètement, aujourd'hui, l'écologie et les partenariats éthiques rapportent carrément moins concrètement que les partenariats classiques. Les plus grosses entreprises, c'est elles qui ont aujourd'hui forcément les plus gros moyens pour faire du marketing d'influence. Je citerai par exemple des entreprises comme Amazon qui sont extrêmement présentes sur le marketing d'influence, Coca-Cola aussi, notamment dans le cadre des jeux, etc. Ces entreprises qu'on voit beaucoup et qui ont, elles, la capacité à faire des partenariats extrêmement... avec beaucoup d'influenceurs et avec notamment des très gros influenceurs. Et donc aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte que les créateurs de contenu puissent intégrer d'autant plus d'éthique dans leur pratique et que concrètement, on arrive à avoir un business model qui reste viable pour eux, mais qui reste viable aussi pour les agences qui travaillent avec eux et qui forcément dépendent des créateurs de contenu pour aussi continuer leur activité. Et ce que je vois aussi côté consommateur, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a un besoin de représentation qui est de plus en plus important. C'est-à-dire qu'on veut se retrouver aussi dans les influenceurs qu'on suit. On a envie d'avoir des personnes qui nous ressemblent, que ce soit physiquement ou que ce soit dans les préférences, dans les opinions. C'est important pour nous de chercher cette connexion et c'est normal. Et aujourd'hui, si les marques ne prennent pas ce virage-là, de s'intéresser à la diversité des profils qui composent leur pool de clients, pareil, ça va être un vrai frein. Donc je pense que c'est finalement un peu une obligation, c'est une pression de notre époque qui fait qu'il faut absolument que les organisations s'y intéressent, si elles veulent survivre et si elles veulent aussi d'un point de vue éthique contribuer de façon un peu plus positive, un peu plus responsable à la société et au monde qu'on va laisser aux générations futures. Donc c'est vraiment un passage obligé
Et le dernier point que je rajouterai pour que ce soit durable aussi, c'est cette notion de responsabilité est valable en fait pour tout le monde, pour les influenceurs qui communiquent auprès de leur communauté, pour les consommateurs, parce qu'ils sont aussi responsables de ce qu'ils achètent. Ils sont responsables de ce qu'ils vont partager comme info avec leur entourage et de ce qu'ils ont envie en fait de laisser comme trace et comme héritage si on le voit un peu plus long terme. Donc c'est vraiment un passage obligatoire et il faut s'y intéresser. Donc c'est super que vous proposiez ce genre d'événement. Je vous félicite parce que c'est pas, ça peut pas rester, les choses ne peuvent pas rester comme elles sont aujourd'hui. Il faut que ça évolue, il faut que ça évolue plus vite. Et il faut qu'on soit convaincus en grand nombre pour que ça avance de façon efficace. Les créateurs aujourd'hui sont très conscients qu'il y a une pression d'une part grandissante de l'audience, comme je le disais, qui n'hésite pas à les interpeller sur des contenus jugés anti-écologiques ou non éthiques, etc., même sur d'autres sujets comme on a pu le voir sur des questions de diversité, d'inclusion, etc. Donc ces enjeux réputationnels, je pense qu'ils vont pousser d'autant plus les acteurs du secteur à faire évoluer leurs pratiques. Après, ce que je peux constater aussi dans le secteur, c'est que il y a finalement, comme dans la société en général, une certaine forme de double, entre guillemets, double discours ou double chemin qui est en train de se faire. C'est-à-dire que d'un côté, on a une influence qui devient de plus en plus responsable, notamment auprès de créateurs qui vont être particulièrement présents sur Instagram, par exemple, qui vont se positionner d'autant plus sur des questions éthiques, qui vont essayer justement d'intégrer dans leur pratique ces enjeux écologiques, avec des agences aussi qui vont prendre position particulièrement. Et en fait, on a aussi en même temps une influence sur TikTok qui se développe extrêmement rapidement et qui aujourd'hui n'est pas vraiment intégrée sur ces questions d'influence responsable. Donc finalement, on a, comme dans la société actuelle, cette forme de transition en même temps qu'un business as usual extrêmement agressif et toujours plus agressif. Et ça se matérialise par exemple dans les jeunes générations. Les jeunes générations, elles sont matrixées par des appels à la consommation de marques comme Shein, par exemple. Si je peux dire, voilà, une donnée qui est importante à connaître, c'est que l'application la plus téléchargée en France en 2023, c'est Temu. Temu, c'est un mélange de Shein et d'AliExpress. Alors qu'il y a 1 an et demi, tout le monde était vent debout contre les impacts écologiques et sociaux de Shein, notamment sur comment les vêtements étaient faits par des personnes qui pouvaient être exploitées, ou alors l'impact écologique de la surconsommation que pouvait créer chez notamment les jeunes générations. Et donc ces jeunes générations, elles sont d'autant plus à même à être appelées à la consommation en général, à travers les créateurs de contenu notamment. Et donc il y a quand même un gap aussi, on parle beaucoup du gap intergénérationnel, mais moi je vois aussi le gap intragénérationnel, où notamment je fais pas mal de cours dans des écoles de com, marketing, etc., où les étudiants en face de moi sont pas forcément très sensibilisés sur ces questions d'éthique ou d'écologie. Ils comprennent qu'il y a un problème avec le changement climatique, mais ils sont pas forcément amenés à changer leur comportement. Et notamment à cause de cette pression aussi sociale à être intégré au groupe et à justement adapter ces normes. Et les normes aujourd'hui dominantes sont encore celles de la consommation, et notamment celles par exemple du voyage au bout du monde, etc. Donc, on a un peu deux chemins qui sont en train d'être pris par l'influence. Et donc, l'objectif, c'est de dire comment concrètement on fait en sorte que la transition écologique prenne le pas sur le business as usual, pour faire en sorte qu'il y ait un réveil global du secteur et une dynamique vraiment très pertinente de transition. Et ça, c'est extrêmement complexe. Je pense que comme mes camarades l'ont dit, il y a un enjeu de prise de conscience du consommateur, donc de l'audience, des créateurs de contenu sur les questions socio-écologiques. Ça se fait de plus en plus, mais il y a quand même un enjeu aussi qui est en dehors des réseaux sociaux, qui est de la formation concrète des nouvelles générations, des enjeux éthiques, écologiques, etc. Il y a aussi, bien sûr, une formation qui va être d'autant plus finalement poussée des acteurs de l'influence, soit des agences, des créateurs de contenu, sur les enjeux éthiques, écologiques, sociaux, etc. Et finalement aussi intégrer dans la loi, ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui, finalement des restrictions sur potentiellement les business models ou les secteurs qui peuvent ou non être valorisés par les créateurs de contenu.
Alors, il n'y a aujourd'hui aucune restriction, sauf sur le secteur, par exemple, de l'alcool, ou certains secteurs comme les crypto-monnaies, mais en tout cas sur des secteurs plus impactants en termes écologiques, il n'y a pas encore de restriction sur ces questions-là dans la loi influenceur qui est passée en juin. Donc, il y a pas mal encore de travail à faire. Je pense quand même qu'il y a une certaine forme de réveil global du secteur, une dynamique globale d'intégration des enjeux éthiques et de responsabilité. Ça, je pense vraiment que cette dynamique, elle est en cours. À voir comment elle évolue, à voir si elle arrive justement à s'intégrer aux nouveaux réseaux sociaux comme TikTok qui prennent la place, notamment par rapport à Instagram, de plus en plus. Et est-ce que justement les acteurs, ils vont vouloir aussi faire des sacrifices pour des questions éthiques? Ça, c'est quelque chose qui est aussi encore un enjeu. Est-ce qu'on a des agences, des créateurs qui sont prêts à renoncer à des opportunités business ou des opportunités de voyage presse, etc. pour des questions éthiques? Et il y a encore aujourd'hui très peu d'acteurs qui sont prêts à le faire. Mais je suis confiante et je pense qu'il y a quand même une évolution culturelle dans ces plateformes d'influence marketing et j'espère juste qu'elle pourra justement être d'autant plus prégnante dans les années à venir et dans les mois à venir et que ce réveil éthique du secteur puisse continuer à perdurer. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Maintenant, maintenant, laissons la place aux questions. Je vais vous laisser mon rôle, c'est à vous de poser les questions. Alors ne soyez pas gênés ou même stressés, car nos intervenantes ici présentes, et Amélie, on pense à vous aussi à distance, sont là pour vous et pour répondre à vos questions. Alors, à votre tour. Soyez pas timide. Surtout pour Maëlle, vous comparez la transformation digitale il y a 30 ans aux besoins actuels pour les entreprises qui suivent les tendances RSE. On sait que c'est l'argent qui fait tourner le monde et que souvent les programmes RSE, ils n'ont pas d'objectif financier derrière. Qu'est-ce qui vous fait dire, à part sur le côté image de marque, que c'est obligatoire pour les entreprises de prendre ce virage RSE? Très bonne question, j'adore. Alors, plusieurs choses. Alors déjà, la RSE et les transitions, alors surtout sur le volet écologique, ça peut aussi être source d'économie, de coûts. Je pense notamment à tout ce qui va être lié à la sobriété énergétique, par exemple. Donc ça peut être en fait de trouver des leviers pour essayer de réorganiser ces centres de coûts et ça peut être une vraie opportunité aussi pour évoluer. Moi, je travaille pas mal aussi dans le monde du sport. Ça peut être aussi un excellent levier pour trouver des partenariats. J'ai de plus en plus d'organisations dans le monde du sport qui trouvent de nouveaux sponsors, de nouveaux partenaires via leur stratégie, leur démarche RSE. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont demander à des partenaires de financer des actions ou de cofinancer des actions concrètes sur le terrain. Donc, ça peut être une vraie opportunité déjà d'un point de vue coût. Ensuite, un des autres éléments qui est crucial pour moi, c'est la pression des consommateurs. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais moi en tout cas j'essaye de l'être en tant que consommatrice, d'acheter des produits qui vont être selon moi en tout cas à peu près engagés, ou je l'espère le plus engagés possible. Donc je vais sélectionner, je vais en fait prendre mes décisions d'achat par rapport à certains critères, par rapport notamment à tout ce qui va être lié aux déchets, par rapport aux engagements de la marque, par rapport à ma santé aussi, quand on parle de produits qu'on va consommer sur sa peau ou qu'on va ingérer. Donc finalement, en fait, c'est différents axes qui vont faire en sorte que voilà, ça met une pression permanente sur les organisations et que si elles sautent pas le pas, elles vont perdre de plus en plus de clients. Moi, j'ai aujourd'hui des entreprises que j'accompagne qui viennent me voir parce qu'elles perdent des appels d'offres, elles perdent des projets parce qu'elles ne sont pas suffisamment engagées sur le volet RSE. Voilà, ça répond, j'espère, à la question. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Vous disiez, Virginie, que passez pas par des influenceurs ou très peu pour avoir un témoignage de thème qui était moyennement à 90%. Du coup, parfois, vous passez pour Merci. Je savais que j'allais interpeller en disant que je n'étais pas passée par les influenceurs. C'est du yield management que vous faites. Donc, je ne sais pas si c'est une notion que vous avez abordée et que vous maîtrisez.
Donc c'est comme dans l'aviation, c'est comme dans plein de secteurs du tourisme. Le yield, c'est d'adapter l'offre et la demande en permanence. Donc nous, on est une personne au sein de notre équipe qui passe son temps à checker le niveau de prix auquel on doit être pour pouvoir avoir le meilleur taux de remplissage possible. Donc ça varie tout au long de la journée. Est-ce que c'est une technique sur laquelle on est très confortable en termes de marketeur et moi en termes éthiques de faire ça? En tout cas, à certains moments oui, à d'autres je me dis, je suis moi-même en train de dire à mes équipes, n'allons pas trop haut dans les prix parce que je trouve pas ça ok pour mon consommateur. Donc je les fais hurler quand on fait ça, mais c'est l'avantage d'avoir des proprios, de pouvoir dire ça. Et donc le seul driver, c'est le prix. C'est vraiment ça. De quoi? Alors, bonne question. Les JO, effectivement, nous, on a un hôtel qui est déjà rempli par la Fédération anglaise, qui a signé un contrat avec nous sur lequel on est en discussion depuis plusieurs années, pour les JO et pour les paras aussi. Donc on n'aura pas une volatilité très forte. On a un prix fixe qui est un contrat. Mais effectivement, le vrai sujet, c'est de la promotion, de la mise en avant sur des sites spécialisés et du lead management. C'est vraiment les composantes clés pour nous. Et j'ai un exploitant qui travaille à mes côtés. Je lui disais sans arrêt, il faut qu'on ait un Insta digne de ce nom, etc. Il me disait, mais en fait, on s'en fout de l'Insta. Lui, il s'en fiche dans sa dynamique de vente de mon hôtel, c'est absolument pas du tout en haut de sa priorité. C'est un nice to have. Donc, peut-être que certains hôtels, par contre, sont vraiment drivés, et je sais que certains le sont. Mais en tout cas, je pense que la grosse majorité des hôtels, c'est vraiment pas la composante marketing la plus importante. Une autre question? J'avais une question pour Amélie. Est-ce que, je ne sais pas si elle m'entend. Tu m'entends, Amélie? Est-ce que tu aurais un exemple d'une marque qui se soit transformée, justement, qui ait pris le parti, peut-être il y a quelques années, peut-être plus récemment, de se transformer et qui s'en sort? Alors, si on parle de grosses marques, franchement, j'ai pas vraiment d'exemple. Et après, surtout, il y a une question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot transitionner? En gros, c'est quoi la transition concrète d'une marque? La problématique en fait principale aujourd'hui, c'est qu'on est quand même, on reste dans un système économique qui est basé sur la croissance. Et ça, c'est pas vraiment aujourd'hui sans défaire. Donc, il y a un enjeu, en fait, il y a d'ailleurs pas mal de marques aujourd'hui, d'entreprises, qui ont réussi à faire en sorte de baisser leurs impacts, carbone, mais aussi baisser leurs impacts écologiques, etc., peut-être même en termes de ressources, etc. La problématique, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire qu'il est possible de baisser ses impacts, mais si on augmente ses ventes, finalement, en fait, il y a une annulation de la baisse de ces impacts-là. Donc, j'ai pas vraiment d'exemple aujourd'hui d'entreprise ou de marque qui ait vraiment fait évoluer de manière extrêmement pertinente son business model jusqu'à avoir une baisse effective de son empreinte carbone ou de son empreinte de manière générale écologique sur la société. Il y a des choses qui sont améliorées, il y a des choses qui sont faites de manière générale, mais souvent, en fait, c'est possible ça va plus être possible pour des petites marques où forcément c'est plus facile d'évoluer parce qu'il y a moins de contraintes, on est moins intégré dans un système complexe. Mais pour des marques vraiment importantes, aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'exemple à citer. Non. Merci beaucoup. Une dernière question? Moi, je pensais que l'accessibilité, c'est l'accessibilisation. Mais je me dis qu'aujourd'hui, en fait, sur un sujet, on sait tout ce qui se passe, mais pourtant, on n'a pas à agir. Donc, en fait, je me dis, est-ce que finalement, ce n'est pas imposé? Il y a un moment, en fait, je me dis, il faut imposer aux gens, faire des lois, et en fait, c'est plus l'action qui va compter l'accessibilisation. Donc, finalement, est-ce que le marketing en France doit réagir, ça a moins de l'avenir, c'est vraiment l'action qui va compter? Sur la question, je pense que oui, c'est totalement, en fait, il faut les deux. Aujourd'hui, il faut de la sensibilisation et il faut des réglementations. Parce que
on sait que la sensibilisation et on va dire, ça ne suffit pas, de manière générale, à faire changer concrètement les comportements assez rapidement. Donc, notamment comme je le soulignais, sur le secteur de l'influence marketing en particulier, il faudrait intégrer, notamment dans la loi sur l'influence marketing, potentiellement des restrictions, des nouvelles obligations pour les créateurs de contenu. Par exemple, ce qu'on avait proposé avec les influences, alors bien sûr qu'il était beaucoup trop radical pour que ce soit intégré dans la loi, on avait proposé que les influenceurs intègrent quand ils mettent en avant un produit, intègrent par exemple l'impact carbone du produit mentionné. Quand ils font gagner un voyage en avion, ou intègrent l'impact carbone, puissent être transparents sur l'impact carbone du voyage en avion avec des ordres de grandeur qui permettent justement aux communautés de comprendre à quel point c'est impactant. Il pourrait y avoir aussi des messages de sensibilisation. Aujourd'hui, on a des messages de sensibilisation sur les pubs sur les voitures, par exemple, où on est obligé de privilégier les mobilités douces, par exemple, sur les produits sucrés, où il y a le fameux manger 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi pas faire de la prévention avec l'obligation, par exemple, d'intégrer dans une collaboration commerciale, ne consommer que si vous avez besoin ou quelque chose comme ça. Alors bien sûr, c'est radical, mais ça permet d'une certaine manière d'intégrer de plus en plus dans le discours des créateurs de contenu une certaine forme de mesure qui permet potentiellement d'aller vers une consommation beaucoup plus réfléchie. Concrètement, aujourd'hui, les créateurs de contenu de manière générale et l'influence, ils fonctionnent avec la logique de la publicité classique, avec l'intégration finalement des biais cognitifs qui vont nous faire surconsommer, etc. Donc oui, je pense qu'il y a une réglementation qui doit être mise en place pour le secteur de l'influence marketing. Et ensuite, il y a aussi des réglementations qui doivent d'autant plus être intégrées au niveau des entreprises, concrètement, pour des entreprises qui ont une durée trop polluante. Aujourd'hui, il y a notamment pas mal de députés, peut-être que vous avez vu, il y a un député récemment qui a fait une vidéo sur Chine, des députés quel que soit derrière leur parti, sont en train de discuter comment on peut restreindre Chine en France. Notamment comment on peut faire en sorte que les consommateurs soient d'autant moins, on va dire, amenés à appeler à consommer Chine. Et aussi essayer de faire en sorte que ce soit moins facile pour Chine d'accéder au public français et à vendre au public français. Donc ça passe par la réglementation forcément. Et après, potentiellement, il pourrait y avoir aussi une réglementation au niveau plus du citoyen. Mais je pense que d'abord, la réglementation, elle doit être intégrée dans la publicité en général, et bien sûr au secteur de l'influence marketing, et ensuite aux entreprises qui vont juger trop impactantes. Et la sensibilisation est aussi indispensable pour pouvoir faire comprendre aux populations pourquoi il faut évoluer et qu'il y ait justement une adhésion beaucoup plus rapide et moins finalement de réticence au changement. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement après la conférence à nos intervenantes ou via LinkedIn. On se connecte au réseau, n'hésitez pas. Ensuite, pour un dernier message, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui? Je vous laisse la parole librement, sans vous couper la parole. Ouais, je peux commencer si vous voulez, et ça me permet de rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je trouve que c'est une question hyper intéressante. Moi, je reviendrai à un point que j'ai évoqué plusieurs fois, c'est le sujet de la formation, en fait, de se former sans que ce soit forcément une formation à l'école, hein, c'est juste tous et toutes s'intéresser à ce qu'on consomme chaque jour. Moi, il y a un sujet qui me rend dingue lié à l'influence. Je m'intéresse énormément aux cosmétiques, et quand je vois les marques qui sont mises en avant par les influenceurs et surtout la composition des produits, moi du coup qui m'y intéresse et qui fait des recherches là-dessus, je me rends compte que ce qu'on nous pousse, c'est des produits pour la plupart qui sont pas forcément très bons pour notre santé. C'est des produits qui, pareil, pour la plupart, sont pas forcément très efficaces. Et en fait, moi, le seul moyen que j'ai trouvé au titre de consommatrice, de pallier à ça, c'est de me former, de m'informer et de moi-même, en fait, entreprendre la démarche de chercher des produits qui vont correspondre à ce que je recherche et qui vont être bons pour moi. Et en fait, tout ce que le monde de l'influence soulève, pour moi, il y a un vrai sujet de fond qui se manifeste par finalement des symptômes un peu superficiels de quelle est l'image de nous qu'on veut montrer au monde, à quoi on veut ressembler, comment on veut s'habiller, comment on veut consommer. Tout ça pour finalement appartenir à un groupe, parce que c'est humain, on a tous envie d'être acceptés, d'être valorisés par un groupe.
Et ça, moi, c'est le cœur de mon activité avec le sujet de diversité et inclusion. C'est normal d'avoir ce sentiment-là. Mais par contre, il faut essayer peut-être de chercher les vraies causes de tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de ces symptômes-là, de ce superficiel pour se sentir accepté? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire? Et est-ce qu'on ne peut pas, chacun à notre niveau, essayer de pas être trop passif et de prendre le sujet en main? Voilà. Merci beaucoup. Amélie, Virginie. Oui, je veux bien prendre la suite. Vous êtes en filière marketing. C'est un métier qui est passionnant. Moi, j'ai démarré le marketing parce que je trouvais ça passionnant de comprendre comment réagissaient les consommateurs. Ça avait plus une démarche sociologique presque derrière, de me dire, ok, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe à l'achat? Pourquoi telle typologie de personne passe sur ce type d'achat plutôt que sur un autre? Et je trouvais ça passionnant. J'ai fait ça pendant 10 ans pour des grands groupes. Intellectuellement parlant, je me suis éclatée. Par contre, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais complètement en dissonance entre ce que je faisais au quotidien de promouvoir la consommation et l'ultra-consommation. Et alors en plus, autant vous dire que dans le métier des couches et du lait infantile, le marketing est hyper fort. On peut même changer de surface d'achat d'hypermarché ou de supermarché parce que le prix à la couche est moins cher dans un endroit que dans un autre. Donc c'est un vrai levier d'achat. Et j'ai commencé à me dire, en fait, c'est pas aligné vraiment avec mes valeurs, ça fonctionne plus. J'étais plus alors, le mot que je préfère, la congruence. Je sais pas si vous connaissez ce mot, je vais vous l'apprendre ce matin. La congruence, c'est l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Donc c'est d'être aligné. Donc j'étais plus du tout congruente entre ce que je faisais chaque jour et ce pourquoi je me levais et la réalité que j'avais envie de prôner dans ma vie de tous les jours. Et donc aujourd'hui, j'ai réussi à réaligner le marketing avec mes valeurs les plus profondes, en alignant la RSE, en alignant les projets de société, les enjeux sociétaux avec le marketing. Et le marketing a repris tout le peps et toute l'envie que j'avais envie. Donc je suis hyper heureuse de faire du marketing pour œuvrer à faire évoluer les choses d'un point de vue sociétal et écologique. Le vrai nerf de la guerre maintenant, c'est le sujet de la croissance, le sujet des modèles économiques, la manière dont on va le faire pour que ce monde continue à tourner avec tout ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, je vous souhaite de vous éclater comme moi je le fais aujourd'hui, parce que le marketing, c'est passionnant, vraiment passionnant. Mais voilà, en tout cas, réfléchissez à ce mot de congruence et la manière dont vous voulez le faire à titre individuel. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière, c'est juste d'être aligné avec ses propres valeurs. Merci beaucoup. Amélie, c'est pas votre tour. Je voulais juste envoyer un message aux étudiants qui sont dans la salle. Je ne sais pas s'il y a une majorité d'étudiants dans la salle. Oui. Ok. Je travaille aussi, en tout cas, je suis très engagée au sein d'un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique. Et j'ai notamment beaucoup travaillé sur les questions de l'intégration justement de la transition écologique dans les formations du supérieur, notamment dans les écoles de com. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais pas mal de cours dans les écoles de com, justement pour essayer de former les étudiants. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est indispensable à comprendre, et ce qu'on dit beaucoup avec Pour un réveil écologique, et ce que j'aime rappeler à chacun de mes cours, c'est que concrètement, là, on passe le plus clair de notre temps, ou en tout cas de nos sociétés actuelles, c'est où on travaille. Concrètement, on va travailler à peu près 100 000 heures dans une vie humaine, et c'est là où on a tout notre cerveau disponible qui est pris, en tout cas la semaine, et du coup, choisir un métier qui va justement aller dans le sens de la transition écologique ou intégrer, potentiellement essayer de changer la culture de l'entreprise qui n'est pas forcément engagée, c'est là où on peut faire la différence. Donc j'inciterai les étudiants qui sont présents à réfléchir sur concrètement l'impact qu'ils peuvent avoir à travers leur futur métier ou leur métier actuel, et comment ils peuvent faire en sorte justement de s'inscrire dans une certaine forme de transition éthique ou écologique de la société. Merci beaucoup.